on est en mouvement ici, mais la ville aussi est en mouvement. Il y a des offres culturelles qui évoluent, dans l'art ancien, bien entendu, mais aussi beaucoup dans l'art contemporain. Et ces dernières années, on a vu pousser les fondations. Je pense à Vuitton, je pense à la Bourse du commerce à côté. Est-ce que ça incite à aussi repenser un petit peu l'offre d'un musée quand on voit ces fondations dont on peut se féliciter dans l'absolu? Parce que plus il y a d'offres, plus le public a le choix, plus le public est attiré, voyage. Comment vous voyez justement ce monde qui se transforme? Oui, alors on a coutume parfois aujourd'hui on abuse peut-être de ce terme, d'appeler ça un écosystème. Mais vous avez raison de souligner qu'entre 1977, moment où a ouvert cette maison, et aujourd'hui, l'écosystème a complètement changé. Le Centre Pompidou, pourquoi il a été créé? C'est d'abord et avant tout parce qu'il y avait un constat, notamment du président Pompidou, qu'il y avait une sorte de divorce entre l'État et le génie, pour reprendre une formule célèbre. Et donc, il fallait réconcilier les Français avec l'art moderne et contemporain, avec l'architecture de ce temps. Et donc, ça a été un geste extrêmement fort. Mais à l'époque, on était sur un plateau insalubre. Des gens mouraient de la tuberculose sur le plateau Beaubourg. Ouais. On l'a oublié. On parle évidemment de la tragédie de la Covid, mais il y a un siècle, on mourait de la tuberculose ici. Donc aujourd'hui, vous avez une institution, le Centre Pompidou, qui est entouré ne serait-ce que d'un monde de l'art privé extraordinaire. Et à travers votre question, vous me permettrez d'insister sur le fait qu'on est une capitale avec une offre culturelle inouïe. Et je crois qu'on peut dire sans forfanterie qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde, notamment dans le domaine des arts plastiques, de l'art moderne et de l'art contemporain. Allez aujourd'hui à New York, à Londres ou à Berlin, pour prendre des exemples assez connus, il n'y a pas l'offre que vous pouvez découvrir en ce moment à Paris. Et encore plus, les acteurs privés ont décidé de choisir notre capitale pour défendre à travers leur propre lieu. Et donc là, on ne peut que s'en réjouir. Mais évidemment, ça nous oblige, selon l'expression. Et donc, il faut qu'on se regarde à nouveau dans le miroir. Et c'est pour ça qu'on a pensé à un nouveau Centre Pompidou pour 2030, puisqu'on va fermer en 2025. Et donc, il nous faut, je crois, être dans un double mouvement, revenir à notre ADN, revenir à notre histoire, et en même temps, comme ça a été pensé par les deux géniaux architectes qui ont conçu cette maison, Renzo Piano et Richard Rogers, des grands plateaux libres pour toujours rebattre les cartes. Et ça, je crois que c'est passionnant. Oui, ça, c'était la belle idée, en effet, qui permet de faire évoluer les cimaises à loisir, on dira. Alors, on va parler d'exposition. Là, on va penser aussi à qu'est-ce que c'est que la curation. On va donner aussi quelques exemples. Il y a deux grands types d'expositions qui sont les thématiques et les monographiques, et vous avez travaillé sur les deux. Je voudrais qu'on commence par parler de la thématique. Comment vous abordez? Est-ce que c'est une idée, une intention, une œuvre, un titre? Est-ce que ça arrive dans le désordre? Est-ce que c'est en latence et tout à coup c'est une évidence? Comment... Alors l'exposition, le choix, la programmation d'une exposition, c'est une somme de contraintes. Et évidemment, ce n'est pas du tout la même chose lorsque vous êtes un commissaire invité où on vous demande d'avoir une idée que dans une maison comme ici où vous avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes qui ont leur mot à dire sur la programmation. Voilà. Une thématique, pour reprendre vos propos, est évidemment toujours plus difficile à programmer qu'une monographique qui attire plus de public, toutes les statistiques le montrent. Mais je crois que la richesse du Centre Pompidou, notamment, c'est d'avoir, depuis le départ, défendu ces grandes expositions thématiques pluridisciplinaires, parfois des grands panoramas d'histoire de l'art. On cite toujours les expositions du début, Paris-New York, Paris-Berlin, que vous connaissez bien. Je crois fondamentalement qu'il y a un air du temps. Voilà. Et une maison comme le Centre se doit d'être en contrepoint. On nous demande de répondre aux questions de société. On ne peut pas être une maison comme celle-ci, transparente, ouverte sur le monde, déconnectée des sujets de société. Et c'est là où l'exposition doit pouvoir bouleverser les cartes. Si on prend l'exemple du moment, et qu'on va au rez-de-chaussée, on va voir Over the Rainbow, qui est une relecture LGBTQIA+, des collections. Je crois vraiment un regard très précis et passionnant, tout à fait nouveau. On n'aurait jamais abordé ce sujet il y a 30 ans. Et en ce moment, à l'étage, tout autre registre, une traversée de l'histoire de la photographie du XXe siècle avec un dialogue entre deux collections, celle de Marine Karmins et celle du Centre. Là, vous avez vraiment deux exemples d'expos thématiques qui rebattent les cartes et qui, je crois, sont vraiment le sens de notre histoire. Donc,
pour ma part, parfois, j'ai eu la chance qu'on me commande, qu'on m'invite pour une exposition. Et puis, j'ai eu aussi tout simplement à incarner des projets qui avaient déjà été lancés. Donc, je trouve que globalement, on peut prendre du plaisir partout parce que c'est de la contrainte que naît la liberté. Et c'est intéressant de remarquer cette différence notoire qu'il y a entre là où le commissaire en institution et indépendante ou indépendant. C'est le même métier, mais en effet, les contraintes ne sont pas les mêmes. C'est le même métier, mais évidemment, je crois qu'il faut rendre hommage au commissaire indépendant parce que, évidemment, il y a une difficulté fondamentale, c'est le traitement, le salaire. Enfin voilà, je veux dire, il faut aller se battre pour trouver les sujets et pouvoir les proposer. Alors, il y a aussi, là on parlait de la thématique, il y a la monographique. Vous en avez fait aussi. Ça, c'est une autre façon d'aborder les choses. Alors, il y a soit l'artiste est vivant, soit l'artiste est décédé. Oui, c'est vrai que ça, c'est déjà une division forte. Oui, parce que l'artiste contemporain vivant, par définition, vous êtes à ses côtés. Oui. Voilà. Vous pouvez toujours tenter de lui imposer des choses, mais ça marche rarement. C'est un accompagnement. Voilà. On est dans une autre logique, avec parfois un danger pour l'institution. Parce qu'il faut savoir garder à l'esprit vigilant un esprit critique. Veut dire, voilà, il ne faut pas que ça soit hagiographique. Et c'est plus facile à dire dans un interview comme nous avons que dans la réalité des faits. Voilà. Mais je crois qu'il faut que l'institution fasse attention parce que c'est une menace. On peut être trop facilement dans l'alignement des monographies. Voilà, c'est pour ça qu'ici, on essaie de garder un équilibre entre divers types de sujets. Mais c'est aussi passionnant de pouvoir accompagner un artiste voilà, dans le meilleur de son œuvre, et puis avec l'idée, souvent au Centre Pompidou, d'un aspect rétrospectif, c'est-à-dire voilà, repartir des débuts, choisir. Voilà. Après, pour un artiste décédé, c'est différent, mais puisqu'on est en 2023, on peut que saluer par exemple nos collègues du musée d'Amsterdam, lorsqu'on a la chance dans une vie de pouvoir faire une expo comme Vermeer, bon, une trentaine de tableaux dans sa vie, avoir à les choisir, essayer de se battre tableau pour tableau. Et pour toutes celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir la voir, sans doute une des plus belles expositions de ces 50 dernières années. Je voulais évoquer aussi les confrontations transhistoriques. Ça, c'est des choses que, me semble-t-il, vous avez parfois aussi initiées, appréciées. Dans un lieu comme celui-là, on est tenté évidemment de le faire. Vous l'avez fait aussi dans d'autres contextes. Il y a des gens qui aiment se focaliser sur une période très précise et d'autres qui aiment comme ça jouer un petit peu au yo-yo, je dirais. Creuser un peu, revenir, ça, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, non? Ça rejoint, si je peux me permettre ce petit tête-à-queue, vos premières questions. Voilà, c'est-à-dire, au fond, quelle est la définition de l'histoire de l'art qui m'intéresse? J'adore mes collègues qui vont passer 30, 40 ans de leur vie sur une période, sur un médium, sur un domaine, sur un artiste. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de trouver le sujet, le thème, où ma carrière ne m'a pas emporté vers ce volant de l'histoire de l'art. Et donc, du coup, j'ai toujours pris plutôt des chemins de traverse et j'ai toujours pensé que pour apprécier un artiste contemporain, c'était pas mal d'aimer la grotte Chauvet. Voilà. Pour apprécier la grotte Chauvet, c'était aussi peut-être pas mal d'apprécier un artiste contemporain. C'est dans cette dialectique, voilà, parce que même dans les pires moments de l'humanité qu'on évoquait en début d'interview, il y a des personnes qui se lèvent le matin et disant moi, c'est pas un métier, c'est ma vie, c'est de changer le monde au moyen de l'art. Évidemment, il y a plein d'activités humaines légèrement différentes et aussi passionnantes, mais c'est quand même une spécificité, c'est ce qui nous distingue peut-être du monde animal, du monde végétal, du monde minéral. Il faut peut-être le rappeler de temps en temps, parce que c'est dans ces moments les plus difficiles que ce métier-là prend du sens. Voilà. Et quand on est vraiment un peu désespéré de toutes les barrières, de tous les obstacles, on se dit que tous les matins, comme on le fait cet après-midi, venir dans une maison comme ici, voir 2 ou 3 œuvres, et on repart, je crois, un petit peu des papillons dans les yeux. Et je crois que c'est ça qui fait la magie de ce métier. Et donc, fondamentalement, garder toujours ce dynamisme, garder toujours cette énergie me semble fondamental. On l'oublie un petit peu rapidement. Et donc, mon histoire de l'art, si je peux me permettre de manière très prétentieuse, c'est une histoire globale. Et rien de plus passionnant que d'essayer de rapprocher, de faire dialoguer aussi des monuments historiques avec de l'art contemporain. Voilà. Avec mon collègue Jean de Loisy et mon autre ami Yves Le Fur,
on avait écrit un ouvrage qui s'appelait « Une autre histoire de l'art ». Et le propos était assez simple, c'était de montrer que des œuvres qui ne dataient pas du XXe siècle, mais qui avaient été, entre guillemets, inventées au XXe siècle. Pourquoi? Parce que des personnes, des regardeurs, aurait dit Marcel Duchamp, ont su nous dire, voilà, voyez ces œuvres, on les a oubliées, mais regardez comme elles sont fortes et contemporaines. Notamment tout l'univers surréaliste. Quelqu'un comme André Breton, on le voit avec le mur d'André Breton dans les collections du Centre Pompidou, il a su nous dire, regardez cette pierre, elle est magique, regardez cet objet d'art africain, regardez, regardez. Et ça, je crois, ça reste fondamentalement le moteur de notre métier. Alors, il y a un autre métier qui n'est pas le vôtre et en même temps, j'imagine que vous collaborez de manière extrêmement serrée avec les scénographes, que ce soit une monographique ou une thématique ou les collections, il y a toujours une scénographie. Et c'est aussi l'occasion de la pensée de l'expo dans sa globalité, mais aussi d'envisager des parcours. Bah là, vous le dites là admirablement, c'est-à-dire que les plus belles expositions, c'est celles qui ont réussi la dialectique, l'osmose entre un concept et son incarnation spatiale. C'est pas facile et c'est pas possible toujours. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que ça demande parfois un peu de moyens. Ici, on a encore la chance d'être dans une maison où notre ADN, pour reprendre l'expression que j'utilisais pour notre aventure du Centre Pompidou 2030, ben, il repose là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des scénographes en interne et qu'on choisit pour chaque projet et qui créent ces aventures curatoriales où on essaie de trouver la scénographie la plus passionnante, la plus fascinante. Et donc effectivement, ce n'est pas mon métier, mais j'ai toujours été passionné par ça, y compris de manière la plus radicale, puisqu'on se trouve là dans un espace vide du centre, comme un plateau prêt pour une scénographie. Et une des expositions que j'ai faites ici, c'est vide, justement. J'ai montré le vide. Parce que là aussi, c'était un choix scénographique, c'était un geste scénographique, montrer comment l'espace, alors c'est jamais totalement vide, mais dans ces conditions de lumière, de sol, de mur et ainsi de suite, tout de suite, vous avez un discours que vous pouvez qualifier d'idéologique ou pas, mais en tout cas, qui n'apporte aucune neutralité. Et même dans le plus petit espace d'exposition du monde, dès que vous commencez à créer le geste de ce fameux accrochage, très difficile à définir, vous êtes dans un geste politique. D'ailleurs, là où on est vraiment dans l'expression la plus pure du White Cube, avec son parquet plutôt de bois, ses murs plutôt blancs et un peu de hauteur sous plafond.